Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre nouvel épisode de podcast où je reçois un nouvel invité. Je suis très contente vraiment de l'accueillir parmi nous. Je vais lui laisser se présenter. Théo Leblanc, qui es-tu et que fais-tu? Je m'appelle Théo Leblanc, je suis un vulgarisateur de l'intelligence artificielle. Je vulgarise son fonctionnement, comment est-ce qu'elle change notre société, comment l'intégrer dans son quotidien sur mes réseaux, donc sur LinkedIn, sur ma newsletter, bientôt en vidéo aussi sur les réseaux courts. À côté de ça, je vulgarise également en conférences et secondé dans mes activités secondaires, je suis étudiant en études supérieures à l'ESSEC en école de commerce. Waouh, et quel âge as-tu, s'il te plaît? J'ai 18 ans. Waouh, super. Merci Théo. Alors pour la petite histoire, Théo, je l'ai rencontré pour la première fois en live lors de son premier TEDx. Et j'étais assez bluffée de son intervention. Je me dis, mais il a quel âge ce gars? Et après, je me suis renseignée. Il a 18 ans. J'ai fait, waouh. Moi, 18 ans, j'étais timide, introvertie. J'aurais jamais pu faire une conférence comme celle-ci. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai relancé Théo pour qu'il puisse me faire le privilège d'accepter d'interviewer. Et donc, l'idée, Théo, ce serait que tu nous expliques. Alors, moi, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que c'est pour toi un leader courageux? Hmm. Un leader n'est pas toujours un leader choisi dans le sens où quelqu'un peut devenir un leader parce que les autres l'ont mis à sa place. Et un leader courageux, c'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités. En tout cas, la manière dont je le perçois, c'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités et prendre les décisions, aussi dures qu'elles soient, qui sont dues à son rôle, comme de par exemple devoir écarter un élément du groupe s'il est perturbateur et qu'il n'est pas bon, même si on l'apprécie, devoir dire les choses dures parce que c'est le rôle du leader aussi. Et pour moi, c'est ça le courage d'un leader courageux. Ok. Et moi, j'estime que tu es un leader courageux. Voilà pourquoi je t'ai interviewé. Donc, Merci. est-ce que tu estimes être un leader courageux et pour quelles raisons? Pas assez. Peut-être que je le suis un peu. Forcément, on n'est jamais le parfait juge pour soi-même. Mais en tout cas, je ne le suis pas assez. Je sais que j'ai beaucoup de progrès encore à faire, notamment au niveau de la communication, où parfois, j'ose pas dire les choses, que ce soit à des prestataires, que ce soit à des personnes avec qui je travaille, où j'ose pas toujours dire forcément tout ce qu'il faut être dit. J'ai encore un peu de mal là-dessus. Je suis pas, j'ai encore des progrès à faire. En tout cas. D'accord. Très bien. On a tous des progrès à faire, sois rassuré. Oui. Ok. Alors, est-ce que donc aujourd'hui, donc comme tu nous l'as expliqué, tu es étudiant en école de commerce et aussi entrepreneur. C'est juste incroyable, du haut de tes 18 ans, tu as encore toute ta vie derrière toi. C'est ça? On dit derrière toi? C'est bien ça? Toute ta vie Devant derrière, moi. devant toi, voilà. Explique-nous un peu ton parcours, je sais pas, quand tu avais 10 ans, etc. Comment tu as eu le déclic d'entreprendre? On veut tout savoir, s'il te plaît. Ouais, j'ai commencé, enfin depuis tout petit, je voulais faire des grandes choses. Je voulais, voilà, avoir de l'impact, pouvoir influencer sur les choses, développer ça. Mais quand j'étais plus jeune, je voulais devenir écrivain. Et c'est l'une des carrières que j'aurais pu suivre. C'est probablement quelque chose que je ferais dans mes loisirs. Devenir écrivain, écrivain de fiction, parce que je vivais dans la fiction. Je trouve ça génial de pouvoir vous faire voyager à travers les livres, dans d'autres univers, dans d'autres aventures. Donc je veux devenir écrivain. Mais j'ai lu Economics, qui est une bande dessinée qui retrace toute l'histoire de l'économie, qui est absolument géniale, qui devrait être lue dans toutes les écoles. Et je me suis rendu compte que justement pour avoir cet impact-là, ça allait être compliqué en tant qu'écrivain, et que la probabilité de succès était quand même très faible. Et que c'était plus pertinent, en tout cas d'aller dans une autre voie qui m'intéressait tout autant, dans la création de projets, dans l'entrepreneuriat, de créer des choses parce que c'était comme ça qu'on avait plus d'impact. Sauf que bon, j'ai un peu traîné quand même, mais enfin, je dis traîné parce que j'ai lu cette bande dessinée à 8 9 ans et Huit j'ai neuf ans. commencé, ouais. Euh, parce que mon père l'avait pris, du coup je l'avais lu et c'est là où j'ai commencé à penser à ces choses-là. Mais j'ai vraiment commencé à tester des choses en ligne, à commencer à vouloir entreprendre à 12 ans, 12 13 ans. Sur Internet, sur les NFT, sur le copywriting, sur le dropshipping, toutes ces choses-là, j'ai un peu tout testé sans forcément beaucoup de succès, honnêtement. J'allais pas toujours au bout parce que je testais juste plein de trucs, j'apprenais plein de trucs. Et, euh, et j'ai fini à 15 ans à me poser sur LinkedIn, à aller vers un truc qui m'attirait depuis longtemps, au final d'écriture, à revenir à ça, pour commencer à développer une audience. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment bosser pour du long terme, développer mon audience, commencer à lancer des plus gros projets et avoir plus de succès. Waouh. Non, mais tu me dis ça comme si c'était genre. Enfin, je sais pas, ça s'est enchaîné, mais c'est juste incroyable. Tu as commencé, enfin, à 12 13 ans, de poser des questions pour entreprendre. À 8 ans, moi, mon fils a 9 ans, enfin, mon aîné, et je me dis, purée, c'est comme s'il me dit, maman, à 9 ans, je lis la revue.
Je regarde, bah, mais moi je l'ai même pas lu encore, je sais même pas c'est quoi le nom. Donc incroyable. Alors tu vois, moi je pense qu'on évolue comme ça et qu'on peut être assez éveillé grâce à son entourage. Est-ce que peut-être ton papa, ta maman t'ont Mes parents influencé sont comme ça? entrepreneurs. Ok. Donc Ouais. forcément, ça aide depuis jeune. Voilà, au contraire, ils encouragent. Il n'y a aucun tabou dans la famille. Donc on parle d'argent, on parle d'entrepreneuriat, on parle de plein de choses. Donc c'est cool, forcément, ça a beaucoup aidé. Oui. D'accord. Mais tu vois, il y a des parents entrepreneurs, bah, leurs enfants ne sont pas forcément aussi éveillés que toi. Donc, tes parents, vraiment, ils t'ont impliqué dans leur entreprise dès le plus jeune âge, ou toi, tu étais vraiment très curieux, ou... Bah, ils ont encouragé ma curiosité depuis que j'étais petit, c'est-à-dire que quand j'avais des questions, ils essaient toujours d'y répondre, au contraire de me dire, bah tiens, cherche sur Internet sur ce truc-là, etc. Enfin, du coup, je lisais énormément, j'avais toujours, quand j'avais envie de lire sur un sujet, j'avais de quoi, et ils m'offraient de quoi lire, de quoi me renseigner. Donc j'avais de quoi développer ma curiosité, et puis ils répondaient à toutes mes questions, et voilà, quand je posais des questions sur l'argent, il n'y avait pas de tabou, il n'y a pas de problème à parler du salaire, à parler des charges, à parler des taxes, des impôts, etc. Donc forcément, ça permet d'aller dans ce monde-là plus vite. Et puis il y a aussi mon frère qui a un peu plus de 4 ans de plus que moi, qui du coup enfin, a aussi commencé à se lancer dans tout ce milieu-là, enfin du coup à peu près en même temps que moi, enfin un peu avant moi. Et du coup j'ai envie de faire pareil aussi, j'ai eu envie un peu d'imiter, de faire mieux, de dépasser le grand frère. Donc ça a aussi encouragé le fait de se lancer plus jeune. Waouh. Ok. Et tu vois, je vois enfin, ta génération, parce qu'on a quand même 20 ans d'écart, 21 ans d'écart, j'ai à préciser. tu, enfin, vous êtes quand même très branché écran, enfin un peu plus que moi quand j'avais ton âge. Et toi, tu me dis, je lisais beaucoup, etc. Donc comment t'as fait pour passer à travers tout ça? Déjà, je suis juste un peu avant. Bah, déjà, enfin, c'est-à-dire que à l'époque, c'était, allez, quand je rentrais en sixième, on devait être au 6S, quelque chose comme ça. Donc déjà, jusqu'à mes 10 ans, en fait, j'avais juste pas d'écran. Le seul moment où je faisais de l'écran, c'était chez le coiffeur, où du coup, on prenait l'iPad et du coup, je pouvais jouer sur la tablette chez le coiffeur, c'est tout. C'était seulement où j'avais des écrans en fait. Waouh. Ça n'existait pas à l'époque. Il y avait l'iPad qui était pour les parents et puis c'est tout quoi. Donc ce qui était déjà ouf et sur lequel on jouait quand on s'amusait, enfin quand on allait du coup là-bas. Mais j'ai pas grandi avec et mes parents aussi à cette époque-là c'était plus simple. On freinait le plus possible l'arrivée des écrans. Enfin à part notamment j'ai un ordinateur assez jeune dont je me servais pour regarder C'est pas sorcier et regarder du Oui. coup ce genre de contenu aussi. Je sais plus c'est quoi à l'époque il y avait. Enfin, ce style d'émissions comme ça sur la science, etc. Des vidéos YouTube sur la science, genre Doc Seven, des choses comme ça, Dr Nozman, où je regardais ça. Mais à part ça, derrière, j'avais pas trop d'écran. J'avais un Nokia en 6e, 5e. Ok. J'ai eu un premier vrai iPhone, je crois, fin 5e. Et j'avais un temps d'écran dessus. D'ailleurs, maintenant, c'est moi qui demande à mes parents de me mettre un temps d'écran. Mais, j'ai toujours eu un temps d'écran sur mes téléphones, etc. J'ai eu mon premier vrai ordinateur, je dirais, vers ouais, 4e, fin 5e, 4e. Donc, en fait, j'ai eu accès aux écrans tard, quoi. Et c'est Hmm. bien. Et c'était contrôlé, j'ai été initié au fait de me servir de ça pour regarder des bonnes choses. Et pas uniquement perdre mon temps. Enfin, pas, j'ai pas été largué dans le vide en disant, bah, tiens, un écran, fais ce que tu veux avec. Et forcément, bah, où là, on peut tomber dans tous les mécanismes, le TikTok, de réseaux sociaux, etc. Hmm. Ok. Et tu vois, ça me fait penser, moi j'avais assisté à une conférence dans l'école de mon fils, école primaire, où il y avait des parents qui avaient des enfants plutôt ados. Donc c'était un journaliste spécialisé dans les médias, là, pour les écrans, etc. Et il disait qu'il y avait des parents qui agissaient comme tes parents, en disant, bah voilà, moi je freine l'usage des écrans de mes enfants. Et ils étaient vus comme ringards. Les enfants disaient, ah, mais t'es ringard, je me sens à l'écart. Et donc les enfants étaient critiqués par des jeunes qui avaient vraiment accès aux écrans de manière un peu illimitée. Est-ce que toi, tu as été exposé à ça ou pas? Bah, non, à l'époque, c'était moins répandu. Parfois, il y en avait qui étaient surpris, notamment au collège, quand ouais, j'avais une heure de temps d'écran, sachant que je rentrais du coup en transport. En fait, c'était mon temps de transport. Il y en a qui étaient surpris, mais ou quand je jouais au Snake sur mon Nokia en 6e. Mais pas plus que ça. C'est plus mes sœurs où il y a ça, où elles se servent de ça comme argument pour avoir plus de temps, plus d'écran. Et malheureusement. Mais moi, j'ai moins connu ça. J'étais plus jeune. D'accord, ok, ça marche. Et donc après, donc 12-13 ans, tu as commencé à entreprendre. Tes parents, même s'ils sont entrepreneurs, ils t'ont pas dit, non mais t'es trop jeune mon fils, concentre-toi sur tes études, tu verras plus tard, etc. Bon, non. Alors, il y a toujours une règle, c'est tant qu'il y a les études.
tu fais ce que tu veux. Donc, je n'avais pas le choix d'avoir les bons résultats, sinon, bah, c'était non. D'accord. Surtout qu'en plus, c'était dans une bonne école, etc. Donc, il fallait quand même que je travaille pour les cours. Mais non, au contraire, m'encourager. Enfin, en soi, j'avais rien à perdre. Je dépensais pas d'argent, j'apprenais des trucs. Ou quand je dépensais quelques centaines d'euros maximum. Mais c'était dans des formations, des livres, des choses comme ça. Donc, en fait, c'était que de l'apprentissage pur. Au contraire, il m'encourageait, bah, vas-y, teste, fais-toi plaisir, teste plein de trucs, apprends plein de trucs, rate. C'est OK. Comme ça, tu réussiras, enfin, t'apprendras des trucs et tu pourras mieux réussir plus tard. Ok, génial. Et donc après, tu nous as dit que à l'âge de 15 ans, tu as décidé d'atterrir sur LinkedIn. Ouais. Ok. C'est parce que j'avais toujours en tête de créer une audience et j'aurais pu parler dans une autre vie, j'aurais pu être écrivain dans une autre vie, j'aurais aussi pu être créateur de contenu, mais uniquement, enfin, entreprendre pour créer du contenu et pas l'inverse. Là, aujourd'hui, je crée pour entreprendre parce que ça me parle énormément, la création de contenu. Bah, forcément, c'est proche du métier d'écrivain. Mais les plateformes de réseau court, qui du coup sont le moyen le plus simple d'aller dessus, me dégoûtaient. Ce format court, surtout en plus particulièrement à l'époque où c'était uniquement du snack content qui n'était pas intéressant, il y avait rien, quasiment rien de bien en tirer. Je supportais pas. Et LinkedIn a été la solution pour moi. D'ailleurs, enfin, c'est Ulysse Lubin qui en avait parlé, qui m'en avait parlé à l'époque. On discutait en message privé sur Instagram. Il m'a dit, bah tiens, mais va sur LinkedIn, juste écris, partage ce que tu apprends. Et puis, si tu sais pas de quoi parler, voilà, partage ce que tu apprends. Au fur et à mesure, tu verras vers où est-ce que tu as envie d'aller. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai parlé de tout et n'importe quoi. J'ai fait de la fiction, j'ai parlé de neurosciences, j'ai parlé de handstand, j'ai parlé vraiment de tout et n'importe quoi. Au départ, je faisais zéro like. Bon, bah, j'ai demandé aux gens comment est-ce qu'ils faisaient des likes, j'ai regardé les posts qui fonctionnaient bien, etc. J'ai progressé, je me suis amélioré au fur et à mesure, et c'est comme ça que c'est parti. Waouh. Mais je me dis, en fait, LinkedIn, enfin, tu vois, des jeunes de ton âge, moi j'en parle, hein, du coup, je suis aussi depuis un petit moment, ils me disent, mais Hmm. c'est pour les vieux, mais LinkedIn, enfin, du coup, parfois, enfin, ils me regardent un peu comme ça, bon, peut-être pas pour tout de suite. Et toi, tu t'es pas dit que c'était à 15 ans qu'il y aurait peut-être que des vieux, etc. Si, mais ça m'amuse. C'est c'est au contraire. C'est bon, après, j'étais un peu en décalage avec les gens de ma génération, mais c'est au contraire, je trouve ça marrant. Donc, il a fait que l'âge moyen de mon audience, on est plus proche de l'âge de mes parents que des miens. Je trouve ça Ouais. très drôle. Donc, non, je sais pas. Mais d'ailleurs, j'ai lancé un peu à l'époque, j'étais le premier, justement, jeune comme ça, mineur, carrément, j'avais menti sur mon âge pour pouvoir m'inscrire parce que c'était Ah 16 ans oui. minimum. Bah, j'avais 15 ans. Et j'avais lancé une vague derrière où il y en avait quelques-uns qui étaient venus me demander des conseils et tout. Et au final, à un moment, on était 4-5 mineurs à créer du contenu sur LinkedIn. C'était marrant. Waouh. Au final, on est deux à être restés. Mais bon, Ah, ça devait rester. c'était une bonne vague. Waouh. Et Et ils du ont coup, quel ça âge? lançait des posts, et les gens qui taclaient, les jeunes, etc. Sur le Nurshi, on était toujours dessus, en mode, ah, ces petits jeunes qui veulent apprendre la vie. Alors, nous, juste, on partageait ce qu'on apprenait, on n'avait pas de prétention. Ouais. C'était assez drôle. Ouais. Et c'est bien parce qu'en fait, tu as, ce côté vraiment explorateur. Donc, voilà, tu découvres sans jugement, sans prendre la tête, en étant toi-même. Et après, tu as des expériences agréables ou désagréables, mais tu es OK avec ça, quoi, du coup. Ouais, bah ouais. Bah, c'est... Ouais, c'est- que- très bien. Le résultat est juste, enfin, une fois qu'il est passé, le résultat est ce qu'il est, on avance, on passe à C'est autre chose, vrai. quoi. Ouais. C'est- Non, mais... Et donc, ton audience, alors, tes parents, ils ont quel âge? 45 ans, un truc comme ça? 45-50? Ils ont Ouais. 50. Ouais, 50. Donc, ouais. Donc, ouais, ton audience, personne de 50 ans. Et tu as toujours été un peu en avance par rapport. Tu as toujours été plus des facilités à échanger avec des personnes de l'âge de tes parents plutôt que des jeunes de ton âge? Alors, j'arrivais pas à échanger avec les gens tout court jusqu'à quelques années. C'est-à-dire qu'ils soient jeunes ou vieux, j'avais un peu de mal en termes de relations sociales. D'accord. Puis, à un moment, ça s'est débloqué. Ouais, c'est plus simple. Enfin, aujourd'hui, là, j'ai une bonne partie, la majorité de mes potes, de mes amis, qui ont la trentaine. Donc, La trentaine? Ça? ouais, j'ai Ah des ouais. amis de mon âge, j'ai des amis qui ont une vingtaine d'années, mais la majorité, ils ont entre 25 et 30, plus qu'entre 18 et 25, quoi. Waouh. Donc, je sais pas, c'est plus simple parce que, enfin, surtout les gens sont plus matures. Et qu'en fait, le truc que je reproche, enfin, où j'ai du mal avec les gens de ma génération, etc., c'est qu'ils se posent pas de questions. Ils sont juste à être en mode passif, à voir la vie défiler et juste, enfin, défiler avec. Et pas Ouais. se poser des questions, pas essayer de l'impacter, etc. Hmm. Et les gens qui le font, qui du coup m'intéressent et qui ont à avoir des vraies discussions intéressantes, etc., là, plus souvent, ils sont plus âgés. Alors, je commence à rencontrer de plus en plus qui ont mon âge, du coup, forcément, en grandissant. Mais jusqu'à maintenant, il y avait surtout plus des personnes plus âgées. Hmm. Ok, ça marche. Donc, si on vient sur donc sur LinkedIn, vraiment, tu as, une grosse communauté engagée. Donc, à force de d'écrire régulièrement, tu as trouvé ton style, ton audience, et tu t'es spécialisé plutôt sur l'IA. Donc, comment ça Ouais. s'est fait tout ça?
Ça, c'était un peu plus de 6 mois après avoir commencé à créer sur LinkedIn, où je me suis fait plusieurs aventures, notamment du ghostwriting. Et puis à un moment, je me suis posé, je me suis demandé, ok, c'est bien beau tout ça, mais enfin, où est-ce que j'ai envie d'aller pour les 5 10 prochaines années? Parce que tout me passionne, je pense que tout devient passionnant à partir du moment où on n'y passe suffisamment de temps. Et je me suis demandé, ok, quel est le domaine qui du coup m'intéresse comme ça, dans lequel je peux créer le plus de valeur dans les 5 10 prochaines années? Bah, j'ai fait mes recherches, etc. J'en ai conclu que c'était l'IA. Est-ce que j'ai tort ou pas? L'avenir me donnera raison ou non. Et donc, j'ai décidé de partir à fond dans l'IA, de consacrer 80% de mes journées à ce sujet-là, à le comprendre, à le décortiquer, à voir comment est-ce qu'on peut s'en servir, comment est-ce que ça influence les choses, les gens, les industries, etc. Et du coup, partager finalement ce processus-là. Et derrière, 2 ans, un peu plus de 2 ans plus tard, bon, maintenant, je parle quasiment plus que de ça et je commence à être assez reconnu sur le sujet. Donc c'est cool. Waouh! Et donc, tu vois, j'avais lu un de tes posts récemment, tu disais que tu avais perdu de l'argent, des sommes quand même assez importantes. Pour un jeune, est-ce que tu veux nous en parler Oui, bah, c'est dans les différents projets que j'ai lancés parce que pour l'instant, l'argent que je gagne globalement, enfin, j'ai pas d'intérêt à le garder de côté, autant le réinvestir dans des projets pour apprendre, pour me développer moi. Je regarde jamais la dépense quand il s'agit de développer mes compétences ou de voilà, progresser moi et notamment dans deux projets, ouais, deux projets, un principal qui était Free.al, enfin une communauté Discord sur l'IA, où j'ai pas mal investi, mais c'est un peu plus de 20 000 euros. Sans succès, c'était un échec. Voilà, j'ai pris les risques, j'ai pas réussi, c'est comme ça. Sauf que bah à la fin, ça fait quand même une Ouais. certaine somme. Donc c'était une bonne partie de ce que j'avais gagné enfin, c'est une partie de ce que j'avais gagné sur les derniers mois. Bon bah, Hmm. l'argent, ça va, ça vient, on peut le refaire, hein. Je suis encore jeune. Justement, j'ai la chance de pas avoir quasiment avoir zéro frais à payer. Mon loyer, ma nourriture sont pris en charge par mes parents. Mon école est payée par un prêt. Donc, en fait, tout ce que je gagne globalement, j'ai la chance de pouvoir le réinvestir et prendre des risques avec. Waouh! Excellent. Et comment, donc, ton premier client, est-ce que ça... enfin, moi, je me rappelle, bon, je me suis lancée beaucoup plus tard que toi, enfin, j'avais 33 ans, et je me rappelle que mon premier client en coaching, là, leadership, c'était vraiment quelque chose, ça m'a fait tout drôle, etc. Est-ce que toi, tu peux nous partager justement cette expérience? Ouais, bah, ça, c'est un moment, j'ai fait du coaching. J'ai fait du coaching justement sur l'IA et sur le ghostwriting. Enfin, j'ai commencé avec le coaching sur le ghostwriting, où c'était quelques mois, allez, je dirais 5 6 mois après avoir commencé à créer du contenu sur LinkedIn, parce que je performais très bien, que les gens voulaient en savoir plus. D'ailleurs, j'ai lancé plusieurs personnes qui ont aujourd'hui sur la plateforme, qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. C'est assez drôle. C'est vrai qu'à cette époque-là, être un gamin qui avait 16 ans, enfin je venais d'avoir 16 ans ou j'allais avoir 16 ans, j'avais mes temps, etc. Et je coachais des gens qui avaient 50 ans, qui venaient me demander des conseils, qui me payaient 150, 200 euros de l'heure. Et c'était lunaire. Mais moi je kiffais, mais c'était en mode bah ok, maintenant que j'ai fait ça, c'est quoi l'étape suivante quoi? Comment est-ce qu'on avance? Donc Ah ouais. j'ai eu ça, et puis la première conférence que j'ai faite, c'était quelque chose aussi. Où c'est par un concours de circonstances, par un gars que j'ai rencontré, qui au final m'a fait une mise en relation, etc. Se retrouver sur une scène, c'est organisé 2 semaines avant, se retrouver à Méribel devant 300 ou 500 entrepreneurs, je sais plus exactement, à parler d'IA. À côté de Benoît Raphaël d'ailleurs, très bonne personne assise sur l'IA. Et c'était la première fois que je me retrouvais sur scène, j'avais pas préparé, j'étais en full impro, c'était lunaire, mais au final, ça s'est bien passé. C'était tellement exceptionnel comme sensation d'être sur scène devant autant de personnes et de juste partager des trucs. Ça m'a vraiment fait quelque chose et c'est là où je suis tombé amoureux des conférences. Waouh, c'est énorme. Mais tu avais ça depuis toujours, un peu ce côté prise de parole en public où tu te prends pas la tête et tu es vraiment toi-même pour pouvoir impacter, etc. Je saurais pas le dire, j'ai l'impression que oui. Hmm. Après coup, j'ai l'impression, est-ce que c'est biaisé ou pas? Voilà, c'est pour ça que je Ouais, ne l'affirmerai pas à 100%. Dans mon souvenir, voilà, j'ai toujours bien aimé ouais, prendre la parole, potentiellement corriger quand le prof disait un truc sur lequel je n'étais pas d'accord, etc. Enfin, j'avais pas peur de m'exprimer. Au contraire, j'aime beaucoup m'exprimer. Maintenant, à quel point est-ce que c'est biaisé par ma vision après coup, je sais pas. hmm. Parce que tu vois, là, quand je t'entends parler, ça me fait penser à mon fils, bon, qui est tout jeune, qui a 9 ans, mais lui, il va avoir 9 ans bientôt, et il me disait, tu sais, maman, enfin, il est à l'aise aussi à l'école quand ils font des exposés, enfin, des petits trucs, bah, il est très à l'aise, il fait de la Hmm. musique et tout, et il est pas du tout stressé. Et je dis, mais pourquoi t'es pas stressé? Il dit, mais maman, pour moi, c'est comme si j'étais à la maison, qui est 100, 200 personnes, bah, moi, je suis moi-même, quoi. Oh non, au contraire, moi, je trouve ça super. Enfin, d'ailleurs, c'est plus il y a de monde, meilleur je suis. C'est très Ouais. particulier. Les gens, généralement, c'est l'inverse. Moi, s'il y a 20 personnes, je vais être beaucoup moins bon que s'il y a 200 personnes. Et s'il y en a 2000, là, je suis à mon Ah, prime. d'accord. Et je ne connais pas la sensation de. Enfin, je connais le stress, mais que dans un contexte médical. Je ne suis pas stressé par rapport à des trucs qui concernent le boulot. Je l'ai préparé plus ou moins bien. Maintenant, j'y suis. Ouais. Je le fais bien ou pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de stress à avoir. Et au contraire, plus il y a de monde, plus j'ai d'enjeux, plus j'ai d'adrénaline qui Ouais. monte
et je suis dans un état, du coup, notamment en conférence, parce que j'ai un truc qui traque mes données, où je consomme une quantité d'énergie absolument affolante. C'est-à-dire que vraiment, j'ai des données, quand je fais une heure de conférence, c'est comme si j'avais fait un marathon. Enfin, c'est C'est vrai? franchement un semi-marathon, presque, un truc comme ça. Je consomme à peu près 1500-2000 kilocalories en une heure et demie. C'est Oh, démesuré. Et parce que je suis dans un mode où je consomme énormément d'énergie, où je transpire de l'énergie, où j'ai un grand sourire, où vraiment j'ai DOP en plus ce truc-là pour me mettre dans ce mode-là maintenant, mais waouh! où j'ai la montée d'adrénaline, etc. Et en fait, c'est presque en transe finalement. Il y a un truc particulier, Excellent. et je sais que c'est aussi l'une des forces de pourquoi est-ce que les gens aiment bien les conférences, parce que derrière, j'arrive à dégager ce truc-là en plus, Waouh! et ça, c'est exceptionnel. Même la sensation derrière après coup, quand on redescend, la redescente, elle est magique. Énorme. Donc plus il y a de monde, mieux t'es quoi. Donc tu dois être dans un stade, Ouais. moi je te vois enfin tu vois là, je sais pas, j'ai une vision genre au stade de France où tu fais une Ah, conférence mais où c'est il y mon a rêve. vraiment, c'est Voilà, enfin, blindé. sur la Vivatech, voilà, enfin, la cigare, des trucs comme ça, c'est ce qui m'excite énormément. Cette vision-là, elle est exceptionnelle. Excellent. Waouh, excellent, excellent. Et je voulais revenir aussi, il nous reste quelques minutes par rapport à l'argent. Donc tu vois, un jeune qui facture auprès de ses clients des sommes quand même assez importantes, a commencé à 100, 150 euros de l'heure, mais après ça commence à faire des gros montants. Ça t'a pas fait bizarre de percevoir autant d'argent comme ça non, t'as plutôt bien Bon, comme géré. mes parents sont dans le sont entrepreneurs et que, en plus, dans un milieu où c'est des sommes assez élevées, enfin, les contrats ont pas mal de zéro dessus, en fait, non, ça m'a jamais. Enfin, D'accord. je sais pas, j'ai la valeur des choses, c'est-à-dire que un truc qui va être cher par rapport au marché, je vais avoir du mal, alors que ça se trouve, en Mhm. fait, c'est pas grand-chose proportionnellement à d'autres trucs que j'ai payé. Mais payer beaucoup pour un truc qui vaut beaucoup, ou me facturer beaucoup pour Mhm. quelque chose qui vaut beaucoup, par rapport au prix du marché, bon, jamais eu de problème. Excellent. Non, tes parents, ils ont bien préparé le terrain hein, du fait qu'ils sont entrepreneurs. Ouais. Et C'est plus génial. ça, c'est déjà le fait qu'ils soient entrepreneurs, mais surtout du coup, parce qu'ils sont entrepreneurs, le fait qu'ils aient zéro tabou sur l'argent, qu'ils C'est en ça. parlent, qu'ils puissent enfin, répondre à mes questions sur ce sujet-là. Euh, c'est surtout ça Hmm. en fait. Et la peur du manque, du coup, c'est pas quelque chose qui te. Même si, effectivement, donc t'es chez tes parents, etc. Mais tu vois, quand t'investis des montants, le fait de perdre tout, c'est pas forcément quelque chose qui te touche. Non, parce que je ferais mieux. Enfin, je referais au pire. Non, ce qui me met plus mal, j'ai eu du mal d'ailleurs après ce échec-là, c'est le fait de pas avoir fait assez bien et d'être conscient que j'aurais pu faire mieux et Ah que c'est oui, de ma faute. Et ça, d'accord. enfin, autant j'ai fait, j'ai pas réussi, voilà, ça arrive, c'est pas de ma faute. Enfin, il y a des facteurs externes, il y a toujours du risque, machin. Ok, c'est comme ça, passe à la suite. Si c'est de ma faute, j'ai beaucoup de mal. Hmm, C'est, d'accord. je me mets beaucoup de pression sur moi-même, et c'est volontaire, c'est conscient. Et du coup, forcément, quand je sais que j'aurais pu faire mieux, que j'ai pas pris les bonnes décisions, que j'ai pas fait les actions qu'il fallait, je m'en veux terriblement. Et c'est un Hmm, truc c'est ça où j'ai plus de mal. Quand je sais que j'ai perdu enfin, parce que j'ai mal joué, ou même si j'ai réussi, mais que je sais que j'ai mal fait, j'ai mal joué, d'accord. j'ai mal. Gna, j'aime pas. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, parce qu'en fait, enfin, je sais pas si tu connais David Laroche, un coach Oui, je connais. très connu, ouais. Et lui, tu vois, il disait que avec ses clients, il y a une catégorie de personnes qu'il appelle les performeurs, où vraiment, du coup, ils sont très ambitieux, ils veulent aller très loin. Et c'est vrai que c'est pas parce que tu supportes pas d'échouer, mais tu dis j'aurais pu aller plus loin et mince. Donc c'est plutôt ce côté-là, en fait. C'est plutôt stimulant, je dirais, si je Ouais. comprends bien. Ok. Ouais, c'est ça, c'est typiquement, c'est même des choses comme ça. Si je perds parce que j'ai fait le maximum et que le mec qui était en face était meilleur, ok, parce que je vais m'entraîner. Ouais. Si je perds, ou même si je gagne, mais que je sais que j'aurais pu mieux jouer, et ça peut me frustrer énormément alors que j'ai gagné. Je sais que c'est affreux pour le mec en face, mais si je sais que j'aurais pu faire mieux, Hmm, d'accord. Ouais. Je comprends. Ok. Et si on vient sur, oui, sur ce que tu fais dans l'IA, qu'est-ce que tu factures exactement comme prestation auprès de tes clients? Est-ce que c'est des entreprises, des grosses boîtes, ouais, petites boîtes? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? aujourd'hui j'ai plusieurs projets en cours de maturation, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus, enfin, j'ai la newsletter que je développe vraiment énormément, où du coup, c'est un business d'influence, c'est-à-dire que je bosse avec des entreprises pour du coup faire des sponsors, comme un YouTuber, comme un journal, etc., faire de la publicité. Je facture des entreprises comme Orange, comme BPI, comme Lenovo. Donc, c'est des grands groupes qui du coup viennent faire de l'influence à travers mon contenu sur LinkedIn, sur ma newsletter. Donc ça particulièrement. Aussi, du coup, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place au fur et à mesure.
c'est les newsletters payantes parce qu'aujourd'hui, le format était quasiment exclusivement gratuit et je commence à séparer un peu mon contenu, faire une partie en gratuit, une partie en payant. Et du coup, les conférences aussi, qui est plus sur le côté, on va dire, un peu secondaire. C'est mon argent de poche et qui m'amuse beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est ça principalement, mais j'ai plusieurs. Déjà, la newsletter que je développe énormément en ce moment, où j'en suis encore qu'au balbutiement de ce que je veux en faire. Et plusieurs autres projets entrepreneuriaux que j'ai sous le coude, que je fais maturer progressivement jusqu'au bon moment, bon timing pour les sortir et vraiment tout lancer dessus. Excellent, bravo. Est-ce que tu t'entoures de, je sais pas, t'as un associé ou pour travailler, enfin, je sais pas, ou je sais pas, un de tes potes avec qui tu peux partager, ou t'es vraiment tout seul? Non, j'ai quelques amis, enfin ça fait 1 an et demi que j'ai rencontré quelques amis, notamment autour de moi, qui ont mon âge, qui sont aussi entrepreneurs, etc. et que je vois souvent, qui sont très très cool. Donc je suis pas tout seul là-dessus et c'est cool. Et même sur la newsletter, récemment, j'ai fait rejoindre le navire à quelqu'un qui du coup maintenant m'aide à l'écriture et notamment sur la partie commercialisation. Du coup, trouver plus d'annonceurs, etc. Donc je commence à m'entourer un peu plus, ça, c'est parce que mais j'ai plus de mal parce que pour l'instant, toutes les expériences professionnelles que j'ai eues en m'entourant se sont mal passées. Donc, sachant qu'il commence à en avoir quand même un certain nombre, et qu'elles se comptent plus sur les doigts d'une main, donc forcément, ça commence, j'ai de plus en plus, enfin, j'ai du mal, j'ai plus de Hmm. mal qu'avant, je le sens à m'associer avec des personnes, à travailler avec des gens, etc. Même si, forcément, mais en parallèle, j'ai un biais où j'ai toujours envie de tout déléguer. Enfin, quand je fais un truc, je pense, la première chose que je pense, c'est comment est-ce que je peux le déléguer. Donc, c'est comment est-ce que je peux automatiser. Donc, mais oui, je commence à m'entourer, surtout, enfin, je privilégie aujourd'hui le fait de repérer les bonnes personnes, même si potentiellement c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour dans 1 an, pour dans 2 ans, Hmm. m'entourer, avoir dans mon réseau proche les bonnes personnes, les talents, ceux où je sens qu'il y a un truc en plus, et pas me forcer. Typiquement, si j'ai besoin d'un truc mais que j'ai pas encore trouvé la bonne personne, bon bah autant soit pas le faire, soit le reporter un peu, soit le faire à moitié moi le temps que je trouve la bonne personne, plutôt que m'associer, mettre quelqu'un dessus parce que j'en ai besoin alors que je sais que c'est pas la bonne personne. Hmm. Ouais, c'est véridique hein, ce que tu dis. Et est-ce que tu as pu tirer les leçons de ces échecs par rapport à ces collaborations ou pas? Sur l'association, être en surcommunication, c'est toujours une bonne chose. Enfin, tu communiques jamais assez. C'est un Ah, truc où ça je me rends compte, c'est que tu communiques jamais assez, que ce soit parce que du coup tu manques d'informations, parce que vous n'êtes pas aligné sur les choses, etc. Tu communiques jamais assez. Et j'ai un truc que je mets en place aujourd'hui avec la personne du coup qui travaille sur les newsletter, ou encore jusqu'à récemment, je communiquais vraiment pas assez. Donc où j'augmente, je me force parfois parce que je suis aussi très introverti. Donc c'est après faut se forcer à parler aux gens. Donc c'est le truc principal. Et puis surtout, enfin ça c'est un biais psychologique que je connais en plus, mais je me suis quand même fait avoir, c'est que quand un truc fonctionne pas, même si on a déjà investi et que du coup, enfin, c'est plus dur de lâcher un truc sur lequel on a déjà investi à perte, il faut mieux couper l'hémorragie avant qu'elle soit trop importante, quoi. Il ouais. faut savoir couper l'hémorragie, même si c'est son bébé, même si c'est son truc, etc. Quand on voit que ça part dans le mur, il faut savoir, plus vite on coupe l'hémorragie, mieux c'est. Hmm. Ça me fait penser à une amie qui me disait la différence entre obstination et persévérance. Et tu vois, par rapport à ton exemple, je sais pas si ça te parle un petit peu ces deux termes. La frontière est très floue et très dure à Ouais. définir. En fait, on la définit après coup. C'est impossible de savoir avant. Est-ce que c'est l'obstination de la persévérance? Typiquement, ça se trouve, c'est l'obstination jusqu'à ce que, en fait, c'est l'obstination jusqu'à ce que ça réussisse. Hmm. Et peut-être que ça réussira jamais. Donc, en fait, Hmm. c'est dur. Tant qu'on n'a pas arrêté, on peut pas savoir si c'est l'obstination de la persévérance. On peut le dire qu'après coup. Ça. Hmm. Et du Bah, coup, je trouve ça un peu parfois hypocrite de dire ah bah non, là tu t'es obstiné alors que regarde, il faut persévérer. Bah ouais, mais comment est-ce que tu fais la différence en fait? Pas facile, c'est vrai. Moi, pour ma part, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est vraiment, en fait, c'est l'expérience. En fait, tu t'es tellement pris de mur qu'au bout d'un moment, il y a des signaux. En tout cas, moi, mon expérience personnelle d'entrepreneur, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après, il y a des signaux et je parviens un peu plus à comprendre, OK, là, il faut que je ralentisse et que j'arrête, mais c'est vraiment propre à chacun, en fait. C'est difficile d'établir Ouais. une règle générale. Ok, je voulais qu'on revienne aussi sur oui, l'organisation par rapport à tes études, parce que quand tu nous parles, on dirait que tu es entrepreneur à temps plein, mais chers auditeurs, je tiens à vous rappeler que ce jeune homme est étudiant d'école de commerce. Donc comment tu fais pour trouver le temps? Bah, si je le trouve, je travaille quand je peux, quand j'ai des trous. Non, j'ai aussi.
une malchance qui au final devient partiellement de chance, c'est-à-dire que je suis paracousique, donc notamment en soirée, etc. J'ai toujours des bouchons, etc. Parce qu'en fait j'entends globalement tout trop fort, mais ce qui fait que du coup je supporte pas non plus les cours en amphithéâtre, qui très souvent sont insupportables parce que le brouhaha, etc. et les cris, je peux pas supporter. Du coup j'ai une dérogative médicale qui me permet de suivre les cours à distance et de pas avoir tant de déplacements, de pouvoir plus facilement bosser entre les cours quand j'ai fini, etc. Donc je m'arrange avec ça en travaillant quand je peux, surtout en privilégiant mon sommeil parce que c'est le plus important et je Ouais. me débrouille, hein. T'arrives à avoir une bonne hygiène de vie? Je pourrais travailler plus d'ailleurs. Parfois je me dis que je travaille pas assez, donc c'est que je passe un peu trop de temps sur des divertissements inutiles. Donc Hmm. ça va, je trouve toujours le temps de faire plus. Et de ce que tu as dit, tu essayes d'avoir un sommeil, un temps de sommeil, enfin, je veux dire, Plus important à mon hygiène de suffisant. vie, c'est le plus important. Prendre soin de Ok, ma santé mentale, prendre soin de ma santé physique. ok. Sur le long terme, c'est ça qui a le plus de valeur. Surtout qu'en plus, je sais que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. C'est-à-dire qu'une bonne nuit de sommeil pour moi, c'est 10 heures. Ah oui, Donc, 10 heures. et Ouais. dès que je tombe en dessous de 8 heures, je sais que ma journée est moins efficace. Dès que je tombe en dessous de 6 heures, bon, je sais que ma journée sert à rien. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis jeune ou parce que, bon, j'en sais Ouais. rien, mon cerveau tombe beaucoup ou quoi. Je sais que j'ai besoin d'énormément de sommeil. Donc, D'accord. Et et tu que j'ai un respectes ce nombre temps. d'heures de travail limité dans la journée, c'est-à-dire qu'à un certain moment, juste en fait, mon cerveau, il n'arrive plus, il bloque. Mhm. Donc, bah, ça sert à rien. Je vais me prendre un bain, je vais dormir et je retaffe le lendemain, quoi. Excellent, excellent. Pour finir, je voudrais qu'on parle des conférences TED. Donc, comme je Ouais. partageais cet épisode de podcast à des jeunes qui ne connaissent pas les conférences TED, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est et ce que t'as apporté cette expérience? Ouais, alors les conférences TED, comment est-ce que je définirais ça? C'est simple, enfin, des conférences organisées un peu partout dans le monde par des bénévoles, si je dis pas de bêtises, qui du coup invitent des gens qui ont des parcours intéressants, parler d'un sujet souvent très précis, très particulier. Et c'est cool, en vrai, ça fait de l'inspiration. C'est pas toujours ultra concret, mais Mm. c'est toujours intéressant. C'est très souvent des gens qui parlent bien aussi, donc c'est cool. Et mon expérience que ça m'a apporté. Je dirais que ça m'a déjà forcé. C'était la première fois que je faisais vraiment une conférence scriptée. D'ailleurs, je ne suis pas trouvé très bon après coup sur cet exercice-là. C'était la première fois que c'était du pur scripté, que c'était pas de l'impro. Et j'ai encore du travail à faire sur ce domaine-là, un En truc fait, que tu je veux apprends par développer et cœur, je suis pas c'est ça assez ton bon. script? Tu l'apprends C'est-à-dire que par cœur? t'es censé. À la Ok. base, je voulais le faire avec des bullet points et en fait, ça rend, comme tu es sur un timing très collé, etc., que c'est un format très particulier, c'est du théâtre en fait. C'est mieux de Ah. l'apprendre par cœur. Mais voilà, moi je suis pas satisfait de la performance que j'ai fait. Euh, Par contre, là où ça m'a apporté le plus, c'est un truc que j'ai conservé derrière dans toutes mes conférences et que chaque fois c'est un truc d'ailleurs où les gens me le mentionnent et où ça change vraiment encore plus sur la perception, c'est sur la forme le fait de rester immobile. Parce qu'avant, naturellement en conférence, on a envie de bouger, on a envie de se déplacer un peu, etc. Autant le mouvement avec les bras, c'est cool. Par contre, le corps, enfin, les jambes doivent rester stables et pas bouger. Et TED, en fait, comme on est en tapis, on est filmé, etc., on n'a pas le choix de rester stable. Et Ah. c'est parce qu'avant, en fait, j'étais en mode naturel, je bougeais, mais c'était pas conscientisé. Et comme le fait de me forcer à rester stable, et en fait, c'est beaucoup mieux en termes de forme, en termes de stabilité, pour poser la voix, poser des arguments, être plus crédible, même en termes de perception, c'est mieux. En fait, depuis juste en conférence, je ne bouge plus, genre je reste stable, parce que comme je l'ai fait une fois, maintenant je peux le faire tout le temps. Et ça, c'est un truc que ça m'a apporté, qui, je le sais, me sert beaucoup en termes de forme. C'est mieux de rester stable parce que je suis aussi conférencière quand tu fais des conférences et de moins bouger, c'est ça? Je En tout pensais cas, pas. tous les retours que j'ai eus, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai observé, etc., le, la personne, la voix, les arguments sont plus posés Ah oui. et c'est mieux. Enfin, quand la personne marche, elle est dans son truc, elle est dans son énergie, etc. Et il y en a qui arrivent à marcher, avoir des déplacements et ouvrir, notamment si on fait des déplacements pendant les blancs et qu'ensuite on se repositionne bien. Ça peut le faire, mais c'est plus technique. Rester stable, en fait, on est direct en échange et on n'est pas dans son truc, on est avec l'autre. D'accord. Ah ok, merci. Bah écoute, je prends note de tout ça. Alors on arrive à la fin de l'épisode. Théo, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs qui écouteront cet épisode, qui ont du mal à agir comme des leaders dans leur sphère d'influence, qui se sentent un peu limités, quel que soit l'âge des personnes? Est-ce que tu aurais un message d'encouragement? Sans chercher forcément les déjà dès la première étape jusqu'à être un leader courageux, simplement faites des trucs, enfin, faites passer du mode passif à actif. C'est ça qui fait toute la différence, encore plus avec l'IA, on n'a pas de temps parler, mais avec le développement de l'IA, de la robotique, de la technologie, etc.
ce qui fera la différence, c'est pas de voir justement la vie défiler, d'être en mode passif, de voir les choses et de les subir, mais rien que le fait d'être actif. Même si c'est actif en échouant, on s'en fout, on apprend, on fait des trucs, on a de l'impact, on a de l'influence, et ça fait toute la différence. Et c'est comme ça qu'on lance la petite graine, qu'on lance l'engrenage, et qu'au fur et à mesure, on peut que se développer. Être actif, ça peut faire que du bien. Quand je dis être actif, c'est forcément faire des projets commerciaux, faire des assos, faire avoir des initiatives, organiser des trucs avec des potes, etc. Juste faire des choses. Ça peut être que positif. Alors faites des trucs. Excellent. Et en plus, tu vois, c'est bien pour conclure parce que le nom de ma marque, c'est Time for Action. Et tu vois, de l'action, ah, j'aurais pas pu rêver mieux. Super. Bien, merci à vous tous en tout cas pour avoir écouté cet épisode et partagez-le massivement. À bientôt. Au revoir Théo. Au revoir.